En fait, ce thème-là fait partie de notre série Une heure avec. Alors, certains d'entre vous étaient déjà venus. Et c'est, je dirais, une très belle continuité dans les thèmes, puisque nous avions ouvert l'année avec Une heure avec Bouddha. Et puis, c'était l'art du bonheur, en dépit des difficultés. Ensuite, nous avions poursuivi avec, le mois passé, c'était la douceur en Égypte. Une heure avec la douceur de l'Égypte. Et là, nous poursuivons avec une heure avec Marc Aurèle, la sagesse stoïcienne, qui est un véritable outil pour cultiver un peu de calme, un peu de tranquillité, quand tout est agité autour de nous. Considérant que nous vivons des temps assez agités, êtes-vous d'accord avec moi? Cette philosophie s'avère particulièrement pertinente. Et je dois dire que dans les dernières années, on a vu même une certaine résurgence du stoïcisme, comme si c'était devenu un petit peu à la mode quelque part. Vous avez remarqué ce que je disais tout à l'heure à Karine, récemment, j'allais chez Renaud Bray, puis je me suis rendu compte que Marc Aurèle est réédité sans arrêt, à des tarifs même intéressants. Il y a de toute évidence, je dirais non seulement un intérêt, mais un besoin. On a besoin de cette philosophie qui nous permet d'aller trouver à l'intérieur de nous des outils pour donner un sens et trouver le sens de la vie. Alors, avant de commencer, juste vous donner une petite idée un peu du plan qu'on va suivre ce soir. Une heure, c'est un petit défi pour moi, honnêtement. Pour moi, c'est un peu comme un partage très personnel que je vais faire avec vous, parce que je dois vous dire que Marc Aurèle est un philosophe qui m'a toujours énormément inspirée. Dès ma rencontre avec la philosophie, avec Nouvelle Acropole, il y a plusieurs décennies, c'est un philosophe qui a beaucoup résonné à l'intérieur de moi. Et je dois dire que toute ma vie, il m'a aidé comme une boussole à me recentrer, à redonner vie à l'âme quand parfois elle s'endort, la conscience s'endort, on se décentre, on oublie. Et bien ces enseignements-là m'ont toujours donné un regain de vie de l'âme, de vie intérieure. Alors j'ai une affection toute particulière en fait pour tous les grands philosophes de l'humanité, mais particulièrement pour Marc Aurèle. Ça ne veut pas dire que j'ai sa sagesse. J'en suis très loin, mais certainement elle m'inspire à marcher un petit peu vers elle. Ça c'est sûr. Et je peux dire qu'en quelques décennies, oui, il y a des pas qui ont été faits. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, même si je ne le maîtrise pas parfaitement, tout de même, je peux dire que j'ai essayé de le mettre en pratique. Je l'ai parfois mis en pratique. Parfois, j'ai réussi, parfois, j'ai raté. Parfois, ça a marché, parfois, ça n'a pas marché. Mais justement, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Alors, je vais essayer de partager avec vous quelques idées clés. En fait, ce que je vais faire, je vais vous donner un contexte. On n'a pas le temps ici de s'attacher au contexte historique. Donc, je vais vous donner un contexte très rapidement du stoïcisme. Ensuite, on va réfléchir ensemble un petit peu ce qu'on appelle tranquillité de l'âme. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, tranquillité de l'âme? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de vivre la tranquillité de l'âme? Alors, on aura une petite réflexion ensemble. Ensuite, j'ai essayé d'identifier trois grands principes qui nous donnent des axes du stoïcisme qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Quelques clés pour la vie pratique. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment la philosophie peut nous aider dans notre vie quotidienne. C'est ça qui nous intéresse à Nouvelle Acropole. C'est apprendre des choses qui sont utiles. Enfin, je partagerai avec vous quelques citations, puis on pourra en discuter. Et ces citations, vous allez voir comment elles viennent
un petit peu éclairer tout ce dont on aura parlé ou illustrer tout ce dont on aura parlé avant. Donc c'est un peu ça le programme en 1 heure. Peut-être que c'est de la folie. On va essayer d'être concentré. Déjà, dire que aujourd'hui, quand on parle du mot, vous savez, stoïque, si on dit d'une personne qu'elle est stoïque, généralement, c'est pas vraiment un compliment. C'est pas toujours un compliment, non? Il y a comme une petite connotation, un peu de... C'est froid, donc une personne qui est froide, qui est indifférente, qui est insensible, quelqu'un même un peu austère, donc pas très chaleureux, disons. En vérité, le stoïcisme, c'est pas du tout ça, au contraire. Vous allez voir aujourd'hui, on va voir quelques principes. Le stoïcisme et la philosophie stoïcienne, la sagesse stoïcienne, c'est véritablement une philosophie de la joie, du cœur éclairé par l'intelligence, de la bonté, de la bienveillance. C'est une philosophie aussi de la douceur. On est loin de l'austérité. Et cette philosophie, elle plonge ses racines dans la grande sagesse atemporelle, universelle, de l'humanité. En fait, le stoïcisme a été parfois appelé, et j'aime beaucoup cette expression-là, le bouddhisme occidental. Et je trouve que c'est très approprié, parce qu'il y a beaucoup de principes de vie, de philosophie, dans cette philosophie stoïcienne qui sont proches de ceux du bouddhisme. On verra, ce sont donc des principes de cette grande sagesse atemporelle. Juste quelques mots pour vous donner un petit contexte historique, que le stoïcisme, on connaît cette philosophie surtout parce qu'elle s'est développée à Rome, dans la Rome antique, mais elle a pris naissance en Grèce. C'est donc dans la Grèce antique qu'elle est née. Et par contre, elle s'est développée, elle a franchi les frontières, et elle s'est développée, elle est devenue beaucoup plus active et connue à Rome. Et particulièrement, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la philosophie de Rome, philosophie romaine. Et elle a été notamment particulièrement vivace grâce à de grands philosophes que vous connaissez probablement ou vous en avez entendu parler. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si elle s'est développée à Rome, et même quand elle a pris naissance en Grèce, mais elle s'est développée à Rome, parce que c'est une philosophie qui est à la recherche de valeurs profondément éthiques et morales. Et elle sait, donc cette philosophie-là était particulièrement importante dans des temps qui étaient secoués, agités et troublés. Donc aussi le fait qu'elle se soit développée à Rome parce qu'elle correspondait tout à fait à la mentalité en fait des Romains qui était à la fois disons versée vers une recherche de valeurs éthiques, métaphysiques, mais aussi pratique, c'est-à-dire une philosophie qui puisse être applicable et appliquée dans la vie. Donc pour cela, pour cette quête d'un art de vivre, le stoïcisme s'est développé et puis est devenu hyper important à l'époque de ces philosophes. Les philosophes phares dont vous avez probablement entendu parler, c'est Sénèque, Épictète et bien sûr Marc Aurèle. Marc Aurèle qui a une valeur toute particulière, puisque, comme vous le savez probablement, Marc Aurèle a été empereur. Il fut empereur, un empereur philosophe, un philosophe empereur. C'est pas banal. Et c'est pour ça que Marc Aurèle a aussi marqué l'inconscient, même des Romains actuels. Si vous allez à Rome maintenant, même de nos jours, et que vous parlez à des gens, vous verrez qu'il y a encore une grande tendresse, il y a un grand respect pour Marc Aurèle, ce philosophe qui a montré qu'il était possible d'avoir de très hautes responsabilités dans la société et d'être un homme ou une femme, un être humain bon, c'est-à-dire qui recherche
le meilleur de l'humain et qui donne le meilleur de soi-même. Donc pour nous, ça relève un peu de la fiction, n'est-ce pas? Dans nos temps actuels, c'est difficile, ça devient même difficile à imaginer, mais pourtant, et c'est ça qui fait aussi la grandeur de cet empereur philosophe Marc Aurèle, c'est que ce qu'il a écrit, qui est, on dirait, un des plus hauts codes moraux qui ait jamais été écrit dans l'humanité, c'est-à-dire des principes hautement éthiques et moraux pour la vie de tous les jours, eh bien ces écrits-là n'étaient pas destinés à être publiés. En fait, Marc Aurèle écrivait, un peu dans la tradition aussi d'un Épictète, il écrivait pour lui-même. C'est pour ça que ça s'appelle « Penser pour moi-même ». Et donc ce livre-là n'était pas destiné à devenir un livre publié. C'était un être humain qui s'interrogeait sur comment être bon, comment être sage, comment me perfectionner en tant qu'être humain, comment être juste avec ceux autour de moi, avec le peuple, comment agir de la façon la plus bienveillante et juste possible. Bref, c'est touchant, puisque ce sont véritablement des pensées destinées à quelqu'un en quête d'un art de vivre éthique. Voilà. Alors, ça c'est pour la petite introduction historique, notre contexte historique. Et juste pour vous donner, pour ceux qui se demanderaient, mais c'est quelle époque, Marc Aurèle, il est né en 121 après Jésus-Christ, et il va être empereur à un certain moment. En fait, il ne voulait pas être empereur, il a été choisi de par ses qualités justement hautement éthiques, morales, et c'est probablement ce qui a fait de lui un très bon empereur, c'est-à-dire au service du peuple, et non pas à la recherche d'un pouvoir quelconque ou d'intérêt personnel. Donc c'est aussi en soi un exemple vivant de cette qualité de conscience, qui est véritablement au service de plus grand que soi. Alors, le titre « Tranquillité de l'âme », c'est quand même un peu, c'est à la fois réconfortant, on se dit, mais qu'est-ce que c'est la tranquillité de l'âme? Alors j'aimerais vous poser la question, pour vous, qu'est-ce que ça évoque, tranquillité de l'âme? Une forme de stabilité. Une stabilité. Oui. L'absence des soucis. Absence de soucis. Oui. Donc soucis comme... Ce qui fait que la tranquillité soit... Le rythme, il est touché. Parce qu'on essaye de garder un rythme stable de paix interne. Parce que c'est les soucis qui font en sorte de faire des vagues. Okay. Donc c'est la présence des soucis qui fait en sorte... Donc le souci, c'est quelque chose de plus intérieur, d'après ce que je comprends que tu dis, c'est ça? Ça peut être de l'extérieur aussi. Okay. Donc si c'est de l'extérieur, c'est ici qu'on applique le stoïcisme. Ok, intéressant. Alors quoi d'autre? Oui, c'est bien. Mais... Une forme de résilience. Une forme de résilience, oui. Comment vous définiriez la résilience? On ne peut pas empêcher les épreuves d'arriver dans notre vie. Par contre, la capacité à s'y adapter et à les surmonter par une forme de résilience, ça permet d'accéder à une certaine tranquillité de l'esprit, de l'âme. Mais c'est un travail. Voilà, vous avez tout résumé. Vous pouvez partir. Non, oui, très bien, absolument. Donc oui, c'est pour ça on va en parler aussi aujourd'hui, les épreuves de la vie, inévitables. Mais par contre, oui, vous avez raison. Nous pouvons travailler nous pouvons apprendre à développer à l'intérieur de nous des outils
qui nous permettent de traverser les épreuves, non seulement sans être bouleversés, mais aussi en sortant plus fort. Auquel cas, on va pouvoir dire « merci, épreuve ». Ouh. Ouais. Alors oui, donc intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez ajouter? Oui. Être en paix avec ses décisions, avec nos actions. Être en paix avec ses décisions. Oui, ça c'est effectivement intéressant. Prendre donc des décisions qui soient justes, qui soient bonnes, qui soient sages. Hein. Ça aussi, hein, c'est tout un art. Hein. Mais oui, c'est un point intéressant. D'autres choses? Je pensais à une forme de silence aussi. Une forme de silence, intéressant. Donc, silence, est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Tout ce qui est, je dirais, regret, remords. Oui, donc une paix par rapport à des pensées, des émotions. Intéressant. Comme monopoliser le temps de parole, mais je rajoutais peut-être le temps. Le temps, en fait, pour accéder à une forme de sagesse, il faut d'expérience, mais il faut surtout du temps. En expérimentant les épreuves, on apprend aussi qu'avec le temps, ça guérit. Et cette forme de sagesse, ça permet de prendre du recul et donc peut-être de s'apaiser. Oui, donc intéressant la notion, effectivement, on dit cultiver la tranquillité. Donc cultiver, c'est comme un agriculteur qui cultive un champ. Il ne va pas récolter tout de suite, ça va prendre beaucoup de patience et beaucoup de continuité, de constance. Donc oui, le facteur patience, constance va être important, tout à fait. Oui, ça aussi, ça fait un petit contraste avec le rythme auquel on est habitué aujourd'hui, avec des idées, des opinions qui vont très vite, des stimulations, des stimuli extérieurs, émotionnels, mentaux, qui vont très très vite. Un rythme de vie aussi qui est effréné et qui laisse peut-être peu d'espace à justement cette culture intérieure. Mais cet espace-là, comme on va en parler aujourd'hui, on peut le conquérir, l'ouvrir aussi un peu. Oui. Peut-être un alignement avec son être aussi. Oh, oui, ça c'est... Alors, l'être, donc ça voudrait dire qu'on a une dimension plus extérieure et une dimension plus intérieure, qui est l'être. Donc, vivre une vie qui soit en accord avec notre être, c'est ça. Puis ça apporte une forme de tranquillité. Oui, c'est intéressant. L'amour de la destinée. Intéressant. Ça va dans... Ouais, ça fuse là. Vous êtes bon. Oui, on va en parler aussi un peu de la destinée aujourd'hui, qui n'est pas du fatalisme, mais qui est tout simplement la vie. C'est pas du tout une soumission à, mais il y a une forme d'intelligence dans la vie. On va en parler aussi de ça. Alors maintenant, dites-moi, quels seraient les obstacles qui nous empêchent de vivre la tranquillité de l'âme? Oui. Les angoisses, les peurs. Oui, donc des états, des angoisses, les peurs, à quoi ça correspond ça? Par rapport à l'avenir, peur de tomber malade, peur de la mort. Oui, très présent, on peut dire aujourd'hui, donc ça fait partie de beaucoup d'expériences de vie, ça, malheureusement. Mais ça, ce sont des états émotionnels. Donc on va en parler aujourd'hui de ça, justement. Oui, tu as bien raison, Myriam. D'autres choses, qu'est-ce qui nous empêche Les aléas de la vie. Oui, comme quoi? Tous les problèmes qui arrivent d'une façon inattendue. Ouais, donc ça aussi, c'est un point intéressant, aussi une question pour vous, pour nous, à réfléchir. Faut-il justement une vie sans problème pour pouvoir expérimenter
la tranquillité de l'âme. Est-ce que je peux avoir des problèmes et vivre une certaine tranquillité de l'âme? Ouais, mais pas évident. Alors là, on est en train de parler de notre idéal de sagesse, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? On aimerait tous bien le vivre facilement, mais ça n'est pas facile, précisément. Mais justement, avec Marc Aurèle et les enseignements du stoïcisme, on va pouvoir réfléchir à ça. Est-ce que, justement, même les problèmes n'ont-ils pas même comme mission, quelque part, de nous permettre de grandir en sagesse? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour nous embêter, mais pour nous permettre d'avancer. Auquel cas, est-ce que je peux vivre un petit peu de tranquillité? Alors ça, c'est, comme je disais, l'idéal du philosophe, mais on peut s'entraîner, c'est ce dont on va parler aussi, c'est que c'est un entraînement au quotidien. Parce que oui, les obstacles peuvent être extérieurs quand on va s'y relier de façon plus passive. Mais on peut s'y relier d'une autre façon. C'est ça aussi dont on va parler. Donc c'est très intéressant. Oui. Ça peut être un conflit. Un conflit, donc oui. Quel genre? Est-ce que ça irait dans le sens de l'exemple avec d'autres personnes, par exemple. Donc un conflit lié à la communication. Ouais. Ou aux problèmes inhérents à la communication. Alors là aussi, ça renvoie à notre même question. Est-ce qu'il est possible de vivre des conflits, de les résoudre philosophiquement, c'est-à-dire en restant digne et tranquille? Très difficile, on s'entend. Mais là encore, ça va faire partie aussi des enseignements dont va nous parler Marc Aurèle. Marc Aurèle, les grands philosophes qui ont illuminé l'humanité en sont des bons exemples. Marc Aurèle a vécu une vie de conflits, pas de conflits, d'épreuves terribles, mais oui, beaucoup de conflits, bien sûr, parce qu'il a vécu beaucoup de trahisons de toutes sortes. Donc, il en sera un bon exemple. Mais oui, alors les conflits, lorsque, effectivement, on est un peu démunis pour les résoudre. Donc tout ceci, ce sont des circonstances extérieures. Les derniers points dont on va parler. Ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il est possible de développer des ressources intérieures pour pouvoir justement diminuer l'impact sur nous de ces circonstances extérieures et au contraire pour nous permettre de grandir. Et c'est ça qui est merveilleux quand on devient philosophe. Bon, en tout cas, je suis sûre que d'autres idées vous viendront alors qu'on avance un petit peu. Mais déjà, vous avez amené des points qui vont être là, dans les 3 idées clés que j'ai sélectionnées par rapport au stoïcisme. Alors, dans les idées clés que j'aimerais partager avec vous, comme je vous ai dit, il y en a trois grands axes dans le stoïcisme. Le premier, c'est que il y a un lien entre la grandeur et la tranquillité de l'âme et la connaissance et la compréhension de la nature. Au cœur du stoïcisme, il y a la nature, c'est-à-dire l'univers, le cosmos. Nous sommes ici dans une philosophie, comme toutes les grandes philosophies et les sagesses traditionnelles, qui considèrent que la nature est l'expression, dans son harmonie, est l'expression d'une intelligence, une intelligence sacrée, une intelligence divine, ce que les anciens vont appeler un logos. Et c'est-à-dire que derrière l'harmonie visible de toutes les formes qui constituent le cosmos, l'univers, la nature, il y a un moteur, il y a un principe, une essence. On peut l'appeler de divers noms. Ça peut être le mental cosmique ou le mental universel. Mais il y a une intelligence dans la nature. La nature est l'expression d'une grande intelligence.
et elle exprime son harmonie, c'est au travers de lois, de principes. Et ceci est au cœur du stoïcisme, qui reconnaît donc une dimension de l'esprit, une dimension du mystère dans ce mental cosmique. Et les grandes lois de la nature sont les grandes lois aussi de la vie. Les connaître, les comprendre, ça veut dire qu'on va apprendre à les aimer. On va apprendre à s'y harmoniser. Et s'harmoniser aux grandes lois et aux grands principes de la nature va permettre alors de vivre un épanouissement de l'être et cette tranquillité de l'âme. Les grandes lois de la vie, comme par exemple précisément que la vie est évolution, que la vie est évolution des formes, mais aussi de la conscience, que cette évolution n'est pas linéaire, mais elle est rythmique, elle obéit à des rythmes, à des cycles. Donc les saisons, il y a des saisons pour semer, des saisons pour récolter, il y a des saisons, des rythmes d'expansion, des rythmes de rétraction, des rythmes pour être dans l'action, des rythmes pour être dans l'introspection. La vie est une grande respiration, ça c'est une des lois de la nature. Et comprendre ceci va nous aider à mieux se relier à la vie. C'est juste un petit exemple que je vous donne. Il y a dans la vie, dans cette évolution, il y a des petites, des moments d'arrêt, ou même des moments plus sombres, que l'on appelle les crises. Et les crises sont aussi des étapes dans un processus d'évolution. Et ceci appartient aussi aux grandes lois de la vie. Le comprendre et être capable de reconnaître ceci dans notre propre vie va nous apporter un certain degré de tranquillité, puisqu'on va être capable de voir, d'avoir une vision plus large que ce qui est en train de se passer maintenant. Dans les lois de la nature, le fait de reconnaître que la matière, tout ce qui appartient à la matière, appartient à une impermanence qui naît, qui se développe et qui meurt. Tout ce qui est matériel va suivre ce processus-là. Même notre propre corps, notre propre personnalité. Ceci appartient au monde de l'impermanence. Et que le durable, le permanent, n'appartient pas alors à la matière. Il doit être trouvé, et il sera trouvable dans les principes, les valeurs spirituelles, c'est-à-dire métaphysiques, au-delà de la physique. Et donc, comme on le voit dans notre vie, on souffre beaucoup. Et une grande part de notre souffrance vient de la non-connaissance de ces grandes lois de la vie et de la nature. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas de façon profonde, intime, le sens de la vie. Et donc, les circonstances extérieures vont nous affecter, puisque leur sens et le sens même de la vie nous échappent. Est-ce que ça va Ici, c'est déjà un grand axe du stoïcisme, c'est-à-dire nous vivons dans une nature intelligente. En connaître les principes, les lois, permet de rencontrer le grand sens de la vie. Un sens qui est évolutif. Un sens qui va vers l'essence, L', l'essence, vers ce qui est durable. Donc là, ça, c'est l'évolution de la conscience. Alors, le grand défi de l'être humain, c'est quoi ? C'est pouvoir se relier à la nature, pouvoir se connecter, pouvoir s'intégrer
avec conscience, c'est-à-dire de façon consciente, s'intégrer dans la nature, devenir un participant actif de la nature, de la vie. C'est pour ça que dans cette philosophie, il y a ce grand idéal du citoyen responsable, le citoyen, c'est-à-dire l'être humain, avec conscience, qui s'intègre à plus grand que lui. Parce que s'intégrer dans la nature, ça veut dire je ne subis pas les lois de la nature, je les vis avec conscience. Donc je vais pouvoir apprendre à naviguer dans la vie. Non pas comme quelqu'un qui subit ou qui est victime quelque part des circonstances, mais je vais apprendre à naviguer avec le sens de la grande vie. Et donc, le stoïcisme est vraiment une philosophie comme cette grande... Je le relis toujours, le stoïcisme aussi à ces grandes philosophies d'Orient et d'Occident, qui nous parle de la connexion, connexion de l'être humain avec lui-même. On a dit tout à l'heure, monsieur parlait de l'être, dire se connecter à l'être, ça veut dire se connecter à soi-même, se connecter à sa propre voie d'évolution, c'est-à-dire trouver le pourquoi je suis en vie. Déjà, c'est énorme ça. Se connecter à la nature, à l'univers, aux grandes lois, c'est-à-dire sentir que nous faisons partie de quelque chose de grand. Sentir que nous avons quelque chose aussi, que l'on peut contribuer dans cette vie. Et entre l'univers et nous, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre auquel on peut s'intégrer? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi entre moi et l'univers? Il y a vous, il y a nous, c'est-à-dire il y a l'humanité, n'est-ce pas? C'est-à-dire s'intégrer à plus grand que soi. Et ça aussi, ça va être très fort dans le stoïcisme. S'intégrer à plus grand que soi, c'est aussi se connecter à l'humanité. Et vous allez voir que ici, nous sommes en présence d'une philosophie hautement humaniste, humaine, qui a à cœur le bien de l'autre. Elle n'est pas individualiste. Ce n'est pas du tout une philosophie d'une quête d'un confort, mais c'est une philosophie en quête de morale, d'éthique, qui cherche alors à se relier à la nature, aux autres, à l'humanité et à soi-même. Et inversement, à soi-même, aux autres, à la nature. Donc ça déjà c'est un point essentiel du stoïcisme. Deuxième point. Après on va lire ensemble, vous allez voir les citations, tout ça qui vont donner des images par rapport à tout ça. Deuxième point. Pour pouvoir capter ces lois de la nature, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les vivre, il nous faut quelque chose. Vous l'avez déjà mentionné un petit peu dans vos réponses tantôt. C'est-à-dire, pour pouvoir capter, comprendre, vivre les lois de la nature, je dois, c'est-à-dire pour me relier à plus grand que moi, je dois mettre un petit peu d'harmonie à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, il va falloir que j'apprenne à travailler avec cette partie de moi qui est la plus agitée, qui s'appelle justement âme. C'est intéressant. L'âme, elle comprend tout notre monde émotionnel et notre monde mental, mais aussi notre intelligence, capable de se connecter à l'intelligence de la nature. C'est-à-dire l'être humain a à l'intérieur de lui une petite flamme divine, on pourra dire, qui lui permet de capter l'intelligence de la vie et de la nature. Et il aura besoin, nous avons besoin, de cette intelligence pour pouvoir apprendre à travailler
avec nos émotions et notre mental. Alors là, c'est le laboratoire. Pour les lois de la nature, bon, se mettre au contact des lois de la nature pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir les vivre, nous devons développer cette petite discipline de vie. Alors, discipline, généralement dans nos ateliers de philo, discipline, c'est un mot qui nous fait un petit peu sursauter. C'est quoi ça? On a un petit peu peur. Mais en fait, non, c'est tout simplement un rythme de travail. Un rythme de travail avec soi-même. Apprendre à travailler avec soi-même. Alors, travailler avec notre mental, quelle est... vous allez voir qu'il y a plusieurs qualités, plusieurs vertus dans notre mental que nous pouvons développer. Mais une qui est particulièrement utile sera le discernement. Vous savez, le discernement, c'est ce qui permet de reconnaître les choses, de distinguer ce qui est permanent de ce qui est éphémère, de distinguer ce qui est superficiel de ce qui est profond, de distinguer ce qui est extérieur de ce qui est intérieur, de distinguer ce qui appartient à mon opinion et ce qui appartient à la situation en soi. Ce que vont nous dire les stoïciens, et notamment Marc Aurèle le dit très bien, il nous dit ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas tant les choses en soi, mais c'est l'opinion que l'on a des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant. Si quelqu'un me dit quelque chose et je me sens vexée, je me sens blessée, en fait, c'est pas tant la chose que la personne m'a dit, c'est pas la parole qui m'a blessée, mais c'est ce que moi je vais projeter sur cette parole-là. Vous voyez, c'est-à-dire, ça va être ma représentation de ce que m'a dit cette personne-là qui fait que je vais réagir. Et si on extrapole ça à beaucoup de situations dans la vie, beaucoup de situations, on se rend compte qu'il y a une dimension objective, c'est le livre est sur la table, et il y a une autre dimension, une autre représentation qui est tout ce que moi je vais fabriquer. On va appeler ça l'interprétation, la déformation. Il y a tout un monde de l'opinion personnelle. C'est-à-dire c'est comment moi je vais voir, je vais percevoir une situation qui va faire qu'elle a un affect sur moi. Vous voyez? Alors déjà, rien que ça, c'est énorme. Comme disait Marc Aurèle, dites à une rose qu'elle pique ou qu'elle est belle, ça ne va pas l'empêcher d'être rose. La rose, c'est merveilleux. Un peu, voilà, un exemple de objectivité. Dis-moi que j'ai un piquant, dis-moi que je suis gentil, mais ceci ne va pas affecter mon sens de ma valeur, de mon identité, de qui je suis. Et justement, ma tranquillité intérieure, elle restera là, si je suis centrée, bien sûr, et en lien avec mon identité. Alors, pas facile, c'est pour ça on dit de travailler le discernement, développer le discernement, être capable de voir ceci. Alors tout ça, ça va être développé par de la réflexion, dans l'analyse un peu, de dire tiens, qu'est-ce qui se passe, et être capable de voir les choses telles qu'elles sont, ceci est le fruit d'un entraînement quotidien. Puisque on déforme énormément, on projette énormément, on a une opinion, c'est-à-dire qu'on juge avant même de comprendre. Les choses peuvent nous blesser, nous choquer, nous démoraliser, avant même qu'on y ait réfléchi. Vous voyez, ça c'est ce que les stoïciens vont appeler le monde des opinions.
L'opinion, elle est rapide. Hein. Tu as parlé du temps tout à l'heure. Hein. Mais l'opinion, c'est vite. Hein. On dit quelque chose se passe, je réagis, je suis en réaction. Hein. Et ceci nous fait beaucoup souffrir. Travailler avec notre mental, déjà, c'est essayer de voir les choses d'une façon un petit peu différente. Un tout petit peu. Hein. Et travailler avec nos émotions aussi. Alors, une clé particulièrement importante, hein, c'est, vous aviez nommé tout à l'heure, hein, des émotions comme le regret, ça peut être aussi la préoccupation, le souci, la frustration, hein, quand on est en colère, parce que justement, les choses ne se passent pas comme on aurait aimé. Hein. Non, ça vous arrive de temps en temps? Et là, une clé vraiment importante pour le stoïcisme, c'est, là encore, hein, pouvoir discerner. Donc, vous voyez comme émotion et mental travaillent main dans la main. Hein. Ils sont vraiment très amis, hein, ces deux-là. Et c'est pouvoir reconnaître qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est justement tout ce qui est en lien avec l'ordre de la nature, avec les grandes lois de la vie. Hein. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est ce que les autres pensent, comment ils vont, leur opinion par rapport à nous, leur opinion tout court. Mais par contre, il y a des choses qui dépendent de nous. Comme quoi? Pardon? Nos actes. Oui, alors tout à l'heure tu parlais de décider, hein, de décision, oui, les actes que je pose, mes décisions par rapport à mes actions. Ouais. Quoi d'autre? Nos pensées. Oui, le type de pensée, comme on disait tantôt, hein, c'est par exemple, je me sens blessée par quelque chose, je pense que l'autre, oui, hein, ça dépend de moi, et ça dépend de moi aussi de voir la situation de façon plus objective. Absolument. Puis de faire des histoires, puis de parler ça. Voilà, oui. Donc de dérouler les histoires, c'est-à-dire de les défaire aussi. Oui. On parlait beaucoup en introduction de bienveillance, d'humanisme, et je dirais peut-être d'avoir cette empathie à comprendre les choses, à se mettre à la place de l'autre aussi. Ouais. Et cette empathie envers nous, savoir pardonner, se pardonner. Oui. C'est important, je pense, et ça permet de se détacher des choses. Oui, donc là c'est aussi toute notre nos réactions intérieures, hein, c'est-à-dire comment je vais réagir, c'est quelle attitude intérieure je vais développer face à la situation. Donc oui, ce qui dépend de nous, c'est véritablement le tracé de notre vie, c'est nos réactions, notre attitude, c'est comment on va nourrir notre mental, notre âme, et comment on va réagir. Donc, c'est vraiment juste pour mettre la table rapidement, mais aussi ce processus-là apporte beaucoup de paix. Pourquoi? Tu as parlé de bienveillance, mais oui, c'est déjà reconnaître ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, va me permettre aussi de développer une espèce d'acceptation, accepter avec amour ce qui ne dépend pas de moi. Parce que, avec amour, pourquoi? Tu as parlé aussi d'une empathie, parce que ça fait partie aussi des lois de la vie. De dire, c'est comme, par exemple, j'ai un accident, je me blesse, voilà la situation, elle ne dépend plus de moi. Mais par contre, je peux développer un amour dans l'acceptation, dire ceci est la réalité. Donc maintenant, comment puis-je la vivre de façon philosophique, de façon à ce que je puisse en extraire une lumière, une force. Vous voyez? Donc, et là, après, comment je vais gérer tout ceci, comment je vais m'y relier, ça dépend de moi. Je peux perdre beaucoup d'énergie à me révolter, à être en colère contre la vie, justement.
Comment ceci m'arrive-t-il, hein? Moi, si gentil. Comment ce problème-là peut se manifester, hein? Or, voilà, reconnaître ceci va nous permettre d'orienter notre énergie, hein, de mettre notre énergie là où ce sera créatif, hein, c'est-à-dire là où ça dépend de moi, hein, là où je vais pouvoir créer quelque chose de positif. Hein, vous voyez ? Donc, cela ouvre un espace de dignité. On dira. C'est pour ça qu'au cœur du stoïcisme, il y a une grande dignité humaine, parce que on se rend compte que se plaindre, critiquer autrui ne sert à rien. Que ça, c'est une déperdition d'énergie. Hein, et qu'au contraire, embrasser ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce que l'on veut construire, sur qui nous voulons devenir, eh bien ceci va libérer une énergie. Vous voyez ? Et ceci ouvre aussi un espace de liberté intérieure, qui est mon troisième point, qui est celui de la liberté. Parce que ça aussi, c'est très fort dans le stoïcisme. En quelques mots, rapides, savoir ce qui est juste. Si je connais les lois de la nature, le grand ordre de la vie, je sais ce qui est juste. Sachant ce qui est juste, je comprends un peu mieux et j'apprends à l'aimer, aimer ce qui est juste. Savoir ce qui est juste, aimer ce qui est juste, va me porter à vouloir agir avec justice, avec justesse. Et ceci est la grande liberté du philosophe. C'est faire ce que je sais qui est juste. C'est-à-dire accomplir mon devoir d'être humain. Au-delà du fait que c'est peut-être inconfortable à un certain niveau. Ce sens noble du devoir est aussi au cœur de la philosophie, savoir ce que je dois faire, vouloir le faire, et développer à l'intérieur de moi les moyens intérieurs, réveiller les forces morales, éthiques, réveiller la volonté, réveiller l'intelligence, réveiller l'amour, pour avoir la force d'agir avec justice. Parce que agir avec justice ne va pas nécessairement, je répète, dans le sens d'une vie confortable. Ça veut dire rencontrer son véritable destin d'être humain, et puis avoir le courage de l'assumer, oser vivre la vie qui nous correspond, oser vivre la vie qui est en accord avec cette grande justice de la vie. Alors, de là, le grand idéal dans le stoïcisme, qui est cette notion de citoyen du monde. Comme je le mentionnais au début, c'est l'action altruiste, connaître les lois de la nature, les aimer, les comprendre, développer à l'intérieur de moi volonté, intelligence, amour, capacité au niveau de mon mental, au niveau de mes émotions, de vivre la justice. Mais ceci va me porter alors vers l'action altruiste, c'est-à-dire le service à l'autre. Le but du philosophe, c'est pouvoir aider son prochain à rencontrer sa propre liberté, aider son prochain à rencontrer sa propre dignité. Bien sûr, on ne peut aider l'autre que avec ce que soi-même on a acquis. On ne peut pas transmettre, on ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas. Et ici, ce troisième volet, l'action juste, la liberté intérieure, c'est oser se relier aux autres,
comme un citoyen responsable, c'est-à-dire chacun de nous a quelque chose à apporter pour le bien commun. Et au cœur du stoïcisme, c'est ça, c'est devenir un être éthique et moral afin de offrir ces valeurs-là aux autres. Donc se comporter avec une grande bonté, amour, patience avec son prochain. Comme dit tellement bien Marc Aurèle, il dit nous sommes faits les uns pour les autres. C'est-à-dire les êtres humains, nous sommes faits les uns pour les autres. C'est-à-dire nous ne sommes pas en vie pour s'isoler dans des petites tours d'ivoire, mais nous sommes en vie pour apprendre à vivre les uns avec les autres, c'est-à-dire se relier à plus grand que soi, comme on a dit tout à l'heure. Et ça veut dire, et comme il a très bien dit Marc Aurèle, il a dit, soit tu éduques l'autre, c'est-à-dire tu lui apportes quelque chose qui le rend plus libre, aide-le à devenir plus libre, aide-le à se libérer de ses peurs, de ses insécurités, aide-le. Sinon, supporte-le. Donc, pas besoin de t'énerver, de le critiquer. C'est fort, non? Moi, je trouve ça très émouvant. C'est porteur d'avenir, disons. C'est vraiment la clé de l'avenir. C'est ça. Alors, ça va donner beaucoup de tendresse, de bonté envers l'être humain. Et pour clore, petit conseil de vie pratique, et ensuite on lira quelques citations clés, et vous me direz qu'est-ce que ça vous évoque, ces citations-là. Petit conseil de vie pratique, par rapport à tout ce que l'on a dit tantôt, eh bien, concentration, réflexion, étude, introspection. Pour le stoïcien, pour le philosophe, tous les philosophes, on apprend à partir du moment où on est né jusqu'à ce qu'on meurt. C'est-à-dire, il n'y a pas un âge là où, ça y est, tu as fini d'apprendre. Tu peux te laisser aller. Non, pas du tout. Non, la vie est un apprentissage constant. Donc, réflexion, étude, se mettre au contact aussi des grands enseignements, parce que comment va-t-on connaître les lois de la nature? Il nous faut des clés, il nous faut des enseignements, n'est-ce pas? Aussi introspection, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi. On a parlé tout à l'heure du temps, c'est alors tout un défi. Mais oui, ceci nous appartient, c'est-à-dire trouver du temps, ouvrir un petit espace. C'est ce que l'on apprend dans nos ateliers, dans notre école, notamment dans notre programme, là, des ateliers dont vous a parlé, je pense, Karine ou Michel. Mais apprendre à, chaque semaine, créer un petit espace de contact avec soi-même, de contact avec ce qui est essentiel. Écrire nous aide beaucoup. Marc Aurèle en a un très bon exemple, mais écrire nos réflexions sur ce qui est, sur tout ce dont on a parlé au début. Pratiquer la reconnaissance, la gratitude. Si chaque jour on passe quelques minutes à se dire, mais tiens, même dans une situation difficile, de se dire, mais où est le cadeau de cette épreuve? Parce que toute épreuve est quelque part un cadeau, même si sur le coup, ça ne nous semble pas comme ça. Mais la gratitude, c'est aussi être capable de reconnaître tous les petits cadeaux de la vie, ces instants précieux. Et ça peut être justement cette peur que j'ai dépassée, ce sourire que j'ai donné, que j'ai reçu, ce petit doute que j'ai dépassé. En tout cas, bref, de pratiquer chaque jour, de voir où est le fil doré d'argent de ma journée. C'est très bon. C'est très... ça nourrit l'âme, parce que notre tendance est de voir ce qui ne va pas en premier. Donc, de nous plaindre, Mais quand on regarde sous un autre angle, on dit, mais waouh, mais c'est merveilleux. Même, je répète, quand on est au cœur de l'épreuve, pas facile, mais c'est comme ça. Ne pas perdre de temps, ça aussi les stoïciens nous parlent souvent de ça. Ils nous disent, ce n'est pas que l'on n'a pas de temps, nous avons tous le même temps. Nous ne savons pas quand nous allons mourir.
mais comment nous utilisons notre temps? C'est ça qui est important. Alors, l'utiliser pour cultiver ce qui est durable, essentiel, permanent, ou perdre beaucoup de temps en recherche de plaisir et d'expériences qui sont très impermanentes, c'est-à-dire balayées par le temps. Pratiquer le discernement, alors vous savez ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous aussi, face à une situation par exemple qui nous est particulièrement difficile, essayez ça, essayez de faire un exercice, vous faites 2 colonnes et vous dites dans cette situation-là, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Et c'est très fort, ça nous permet de libérer beaucoup d'énergie parce qu'on voit qu'en fait on a plus de possibilités qu'on le pense. Donc on sent plus de ce pouvoir de la liberté en nous. Et enfin, un petit truc, se mettre au défi. Les stoïciens nous le rappellent, comme Bouddha l'a fait, comme bien d'autres philosophes et philosophies ne le font. C'est au travers du défi, au travers de la difficulté que l'on rencontre nos véritables forces intérieures. C'est au travers de la difficulté que l'on peut évoluer, grandir en humanité, en valeurs éthiques et morales. Comment mesurer ma valeur éthique et morale? C'est précisément dans les épreuves. Et se donner des défis, donc comme les stoïciens nous l'enseignent, les philosophes nous l'enseignent, le difficile est souvent le meilleur chemin, car il va nous fortifier. Le facile peut endormir la conscience. C'est vrai, alors c'est ne pas fuir devant la difficulté. Et c'est cette philosophie du défi et quelque part d'un risque sage, du dépassement de soi, de cet esprit héroïque qui est au cœur de tous nos ateliers de philosophie. La Nouvelle Acropole, nous sommes une école de philosophie pour faire revivre cet esprit-là. Alors, êtes-vous prêts? Quelques petites citations pour clôturer. C'est la couronne là, de cette soirée qui arrive déjà à son terme. Ça passe trop vite. Alors, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, parce que c'est quand même... je répète, celle que je vous ai dit, les êtres humains ont été faits les uns pour les autres. Instruis-les donc, ou supporte-les. C'est bon. C'est bon. Les uns pour les autres, instruis-les ou supporte-les. La parenté du genre humain n'est pas faite des liens de la chair ou du sang, mais de la participation commune à un même mental divin, le logos. Et le mental de chaque être humain est un Dieu, car il provient de la divinité. Alors ce n'est pas une philosophie matérialiste. Elle considère que chaque être humain est une petite étincelle d'esprit qui lui permet de se connecter au grand mental cosmique de la nature. Alors, autre phrase de Marc Aurèle, dites-moi si ça vous rappelle quelque chose dont on a parlé aujourd'hui. Il dit « Ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Ouais. Ça vous rappelle un petit quelque chose? Pardon? La rose. Oui, c'est ça, la rose, puis... Ouais. Quand on a parlé d'accepter avec amour aussi, de dire, tiens, ceci est ce que la vie m'offre, alors je vais voir ce que je vais pouvoir en vivre de cela, plutôt que de me révolter contre ça. Ça, c'est énorme. Ouais. Et, je dirais, ça n'est pas du fatalisme ou de la fatalité, ceci. C'est un petit peu comme la mer est agitée, ou l'océan est agité. Ne rêve pas d'une mer calme si la mer est agitée. Ne rêve pas d'un océan calme si l'océan est agité.
Mais par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est apprendre à naviguer dans cet océan. Je peux me plaindre que la mer est agitée, qu'il y a les vagues qui sont trop hautes, le vent est fort, puis on va passer toute notre vie à se plaindre, et finalement, on coule dans le bateau. Par contre, on peut apprendre à naviguer dans la tempête, à ne pas couler dans la tempête. Et c'est là que c'est voir ce qui dépend de nous, c'est apprendre à naviguer. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est les vagues, c'est la nature de la vie qui va venir avec des tempêtes, avec des accalmies. Voilà. Mais par contre, je peux apprendre à ne pas perdre mon point de destination. Excusez-moi, pour Oui. quelque chose qui est relié à ça, par Oui. rapport au fait qu'on n'est pas tranquille intérieurement, c'est le sentiment de culpabilité. Parfois, on sent que ce qui nous arrive est de notre faute. Parfois. Oui. Ben Donc, oui, c'est un bon point, ça. On n'accepte pas que ce soit une loi de la nature. On dit que c'est de notre faute. Alors là aussi, ça aussi, c'est une bonne, je dirais que c'est une très bonne épreuve quelque part, puisque c'est de regarder, tu te rappelles ce dont on a parlé, le discernement, de regarder, tu sais, la situation avec objectivité, puis de se dire, ben voilà, est-ce que j'ai fait une erreur ? Si j'ai fait une erreur, l'assumer, c'est-à-dire l'accepter tranquillement et voir est-ce que je peux faire quelque chose pour la réparer et qu'est-ce que j'en apprends pour ne pas la répéter. C'est-à-dire, je vais transformer cette erreur en quelque chose de positif pour mon évolution. Tu vois, là, tu es en train de te libérer de l'affect de la situation. Donc, c'est la culpabilisation, c'est un affect, c'est une émotion qui est toxique quelque part, puisqu'elle peut s'immiscer dans toutes sortes de pensées, tout ça, donc ça nous alourdit. Donc de pouvoir regarder avec objectivité la situation sans affect, dire qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. C'est déjà ça. Et ce qui m'appartient, je vais pouvoir alors le corriger. Ce qui ne m'appartient pas, voilà. Tu te rappelles les deux colonnes. Donc ça fait partie, tu vois, de ça. Et c'est très libérateur aussi de pratiquer ceci. C'est un travail quotidien, un entraînement quotidien. Vous êtes prêts pour une autre citation ? N'use point la part de vie qui te reste à te faire des idées sur ce que font les autres. Porte ton attention sur ton principe directeur. Ici, principe directeur, c'est ton idéal, tes valeurs, c'est-à-dire ta connaissance des lois de la nature. Il faut t'habituer à n'avoir que les idées à propos desquelles, si on te demandait soudain « À quoi penses-tu maintenant ?», tu puisses répondre avec franchise « À ceci ou à cela ». C'est avoir des idées pures quelque part, c'est-à-dire ne pas être ni dans la critique, ni dans la négativité. Et pareil, là aussi, se libérer de l'opinion des autres, aussi se libérer des défauts des autres, parce que parfois, notre petit mental, pas le divin, l'autre, il utilise ça, un peu comme un justificatif. Ah bah oui, il est tellement occupé à faire la liste de tous les défauts des gens autour de nous, que du coup, il n'a plus le temps de regarder, tiens et moi, est-ce que je pense aux défauts, à mes défauts que les autres doivent supporter, et de là, on devient un petit peu lourd, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu lourd, quoi, quand on est obsédé par les défauts des autres, et on en oublie de se concentrer sur ce que l'on veut construire dans notre vie, notre principe directeur. Ça, c'est magnifique aussi, non ? Alors de dire, si à n'importe quel moment, on me demande à quoi tu penses, de dire, voilà. Est-ce qu'elle vous parle, cette... Ouais. Que les choses à venir ne te tourmentent point. Tu les affronteras s'il le faut,
muni de la même raison dont maintenant tu te sers dans les choses présentes. Est-ce qu'on peut répéter? C'est bon, hein? Oui, je répète. Que les choses à venir ne te tourmentent point. Tu les affronteras, s'il le faut, muni de la même raison dont maintenant tu te sers dans les choses présentes. Dans les choses présentes, si nous pratiquons, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Je vais alors m'attacher à trouver des solutions dans ce qui dépend de moi, et notamment ma propre attitude intérieure. Alors ne t'inquiète pas, demain, les défis que tu vas rencontrer, tu vas les dépasser, comme tous ceux que tu as dépassés dans le passé, et encore aujourd'hui, et demain, tu seras encore plus fort si tu continues à grandir comme philosophe. Ça aussi, c'est très libérateur, non? Vous vous rendez compte, si on pratiquait tout ça, là, ce serait merveilleux. Ouais. Alors, c'est pour ça que dans notre école, on est là pour s'entraider, s'aider mutuellement à pratiquer, parce qu'on peut oublier, la conscience, elle peut tomber un peu au ras des pâquerettes, comme on dit, puis dans les petites choses de la vie, les petites choses banales, payer les factures, l'épicerie et tout. Et puis finalement, on en oublie, qu'on est des êtres humains avec une vie, un destin qui peut être très beau et utile pour les autres. Alors, ça c'est ma préférée. J'espère que ça... Non, j'ai aucune attente. Mais c'est « Seras-tu droit ou redressé ?» Seras-tu droit ou redressé? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Instruit au lieu d'être instruit. Alors, être droit. Droit dans le sens droit, être droit dans la vie. Oui, droit, c'est-à-dire une rectitude. De façon instinctive? Alors, voilà, seras-tu droit? Est-ce qu'on peut être droit de façon instinctive? Oui. Tu penses? Oui. Ah ouais? Oui. Comment? J'ai toujours cru que dans notre génome, on colporte une façon avec laquelle, pour qu'on coexiste comme des êtres humains, et même avec notre espèce sur cette terre, il fallait être doté de quelques valeurs instinctives, comme accepter l'autre, le partage, la notion du partage, l'amour. Et je pense que ça, c'est vraiment instinctif. Mais quand tu parles d'instinctif, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que personne ne t'a inculqué ça et c'est naturel. Tu l'as hérité. Dans le génome, ça part de nos ancêtres. Nature. Ok, c'est pas tout à fait la perspective de Marc Aurèle et de tous ces grands philosophes. Ce dont tu parles, on peut dire que ça fait partie d'un potentiel inscrit dans l'identité de l'être humain, mais que ce potentiel-là, il est inactif, il faut l'activer. C'est-à-dire, il faut une éducation, il faut un entraînement pour que toutes ces valeurs importantes que tu as nommées puissent devenir vivantes et actives et opérantes. Et que, alors après, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des mots. C'est pour ça que je t'ai dit, qu'est-ce que tu appelles instinct et tout, parce que dans l'être humain, il y a le biologique, mais il y a aussi, comme je vous l'ai mentionné tantôt, dans toutes ces grandes philosophies d'Orient et d'Occident, cette dimension de l'être identitaire, spirituel, où s'inscrivent justement toutes ces valeurs hautement éthiques et morales, mais ces valeurs-là sont à l'état latent, c'est-à-dire latent, c'est dormant. Et que pour être réveillés, ces vertus, ces qualités-là ont besoin de réveiller la conscience de l'amour, l'intelligence, la volonté. C'est-à-dire que ça ne sortira pas tout seul. Il va falloir engager un processus conscient. Et je dirais un petit peu ce que l'on voit dans notre monde aujourd'hui nous montre que ce qui prévaut n'est pas véritablement un amour fraternel de l'être humain pour l'être humain, que ça demande un effort très particulier de faire émerger le meilleur de l'être humain. Tu vois? Et l'amour inconditionnel, agapé?
L'amour inconditionnel, là aussi, va demander une éducation, c'est-à-dire un éveil conscient. Entre maman et son fils. Mais ça aussi, ça c'est vrai que ça peut être plus instinctif, mais on en parlait justement cette semaine dans un des cours. L'amour véritable et pur, par exemple, entre un parent et son enfant, pour qu'il soit correctement exprimé et canalisé, nécessite une grande éducation et maîtrise de soi du parent, pour qu'il puisse éduquer son enfant, donner ce qui est le meilleur pour l'enfant, et non pas donner ce que impulsivement et instinctivement il donnerait pour protéger, par exemple, l'enfant ou le maltraiter, parce que l'un ou l'autre peut être... il y a des maltraitances qui viennent de parents qui vont dire qu'ils aiment leurs enfants. Donc, tu vois, c'est la philosophie dont on parle ici, du stoïcisme, Marc Aurèle, c'est véritablement une philosophie qui reconnaît une dimension spirituelle à l'être humain, mais qui a besoin de l'engagement conscient dans un processus évolutif. Et c'est de là qu'on appelle l'entraînement, un entraînement philosophique quotidien pour pouvoir naître à nous-mêmes, et pour pouvoir faire en sorte que cette force morale se naisse. Alors, être droit va nécessiter, parce que tout à l'heure, ce dont on parlait, vous vous rappelez la justice, agir avec justice, la liberté, c'est vouloir ce qui est juste et le faire. C'est-à-dire, indépendamment du fait qu'il y a du monde pour me remercier, pour m'applaudir, c'est même si je suis seule, je sais ce qui est droit, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est juste, je vais le faire parce que c'est à l'intérieur de moi, il y a un moteur. Vous voyez, être droit, ça veut dire j'ai réveillé un moteur à l'intérieur de moi. J'ai réveillé la volonté d'être un être humain bon. Vous voyez ? Et si je n'ai pas réveillé ce moteur à l'intérieur de moi qui me donne la grande liberté d'agir ainsi, eh bien, ça veut dire que j'ai besoin des autres pour me réveiller. Être redressé, ça veut dire j'ai besoin d'un petit coup de pied ou d'un grand coup de pied dans les fesses pour pouvoir me réveiller ou même me punir. Donc, est-ce que je veux être droit, juste, de par ma propre volonté, ou est-ce que je le suis par pression extérieure ? La liberté, c'est être droit, être qui nous voulons être par volonté. C'est agir justement par volonté et non pas par obligation. C'est tout le sens du volontariat à Nouvelle Acropole. Nous sommes tous des volontaires, personne ne nous a demandé de l'être. Nous le faisons avec notre cœur. Pour moi, personne ne m'a demandé d'être là ce soir. C'est moi qui ai proposé. Et je le fais avec tout mon cœur. Et là est la liberté véritable de l'être humain. C'est agir droitement, même si personne ne vous regarde, même si personne n'est là pour vous punir si vous ne le faites pas. Si j'ai besoin de gens qui me punissent si je ne fais pas les choses, est-ce que je suis vraiment libre ? Pas vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé mon moteur à l'intérieur de moi. Dans notre école de philosophie, on est là pour réveiller notre moteur d'être humain digne. Et voilà. Dernière citation, c'est la petite couronne. La perfection morale consiste en ceci, passer chaque jour comme si c'était le dernier, à éviter l'agitation, la torpeur, la dissimulation, c'est-à-dire le mensonge, vivre chaque jour intensément, vivre chaque jour nos rêves, nos valeurs, faire en sorte que l'on soit la personne que l'on veut véritablement être. Tout un programme, n'est-ce pas ? On parlait tout à l'heure de bien utiliser le temps. Ben voilà, c'est aussi une exhortation à passer un peu plus de temps pour cultiver ce qu'il y a d'essentiel, de permanent, de durable dans notre être, de notre âme spirituelle.
Alors voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus ce soir. J'espère que vous avez été inspirés par cette soirée. Merci infiniment. Et juste vous dire que nos cours de philosophie vont commencer. En fait, c'est le 9 mars. Le 9 mars. Si certaines personnes sont intéressées à s'inscrire, vous pouvez le faire dès ce soir. Si vous voulez, c'est un cours de 16 semaines, c'est ça 16 ateliers qui nous parlent des grandes philosophies d'Orient et d'Occident et comment être philosophe au quotidien. Alors, le stoïcisme, c'est une des philosophies que l'on aborde dans ces ateliers-là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette sagesse une, c'est ce chemin de l'humain vers la grande sagesse atemporelle. Et ce chemin est fait d'entraînement. Alors, si ça vous tente de vous entraîner, vous pouvez le faire avec nous. Il y a une présentation aussi le 24 février, c'est pour ceux qui le préfèrent. Mais si vous voulez vous inscrire aujourd'hui, c'est possible aussi. Alors, toutes les philosophies, la philosophie au cœur de notre école est une philosophie qui nous invite à la dignité, à l'amour, à ces grandes valeurs qui sont tellement importantes et auxquelles on fait tellement référence précisément dans des temps confus et agités. Alors, c'est un entraînement quotidien qui nous apporte, qui nous permet de développer lumière et chaleur pour faire rayonner ceci autour de nous. Alors, bienvenue il y en a, je sais, parmi vous qui sont déjà dans les cours, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, eh bien, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous pour cette belle aventure. Mais merci infiniment pour votre très belle participation. Merci.